Bonjour à tous. Je vais commencer par une petite présentation de l'invité. Donc, même si Étienne Klein, j'imagine que vous le connaissez tous. Donc, Étienne Klein, vous êtes un physicien, philosophe des sciences et producteur de radio français. Et vous dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. De formation, vous êtes centralien. Bon, nul n'est parfait, hein. Vous avez un DEA en physique théorique et un doctorat en philosophie des sciences. Une fois que ça s'est dit, on n'a pas dit grand-chose. Et moi, je me suis demandé comment ça a commencé tout ça. Donc, vous racontez qu'au lycée, vous n'êtes pas spécialement intéressé par la physique. Vous trouvez que c'est une science trop expérimentale. Et vous racontez même que vous aviez un peu peur des expériences au labo parce qu'un jour, vous aviez cramé un oscillo. Euh, Ensuite, vous faites une partie de vos études à Louis-le-Grand et vous intégrez l'école centrale, d'où vous sortez en 1981. Vous racontez votre arrivée à Centrale et, et j'avais envie de la partager avec vous parce que je pense que beaucoup d'entre nous s'identifieront à vos interrogations de l'époque. Donc vous dites, à l'école centrale, je me suis vite demandé que faire par la suite. Tout m'intéressait un peu et rien ne m'intéressait vraiment. Après 2 années de classe préparatoire, je voulais découvrir l'humanité et cerner mes limites. J'étais très déçu par l'enseignement. Trop de disciplines techniques, toutes présentées dans une perspective utilitariste, pas assez d'envol intellectuel, pas assez de souffle. J'ai compris que je ne serais pas ingénieur. Donc, comment a eu lieu la révélation de ce que vous seriez? Vous dites qu'il y en a eu plusieurs. Vous avez commencé à suivre des cours de philo à la Sorbonne. Vous dites y être allé au départ pour prendre des notes pour une jeune fille dont vous étiez amoureux. Et pour vous, ça a été très positif, cette expérience. Cette expérience a été très positive. Et, et ça vous a permis de découvrir des réflexions sur des sujets qui vous semblaient fondamentaux. Il y a eu un livre révélation ensuite qui s'appelle Bernard d'Espagna, à la recherche du réel, qui vous a permis de découvrir l'intérêt de la physique et surtout du lien entre physique et philosophie. Le fait que ces deux disciplines se retrouvent sur certains points s'interrogent l'une et l'autre. Et en 1980, vous tombez par hasard sur une affiche du CERN qui cherche des étudiants pour travailler sur les accélérateurs de particules à Genève. Et c'est l'envie de comprendre ce qui se cache derrière ces accélérateurs énormes et aussi les excellents cours que vous recevez là-bas qui vous décident ensuite à faire de la physique et à l'enseigner. Vous rentrez ensuite au commissariat à l'énergie atomique, au CEA, et vous participez à plusieurs grands projets. Donc notamment, vous êtes détaché au CERN pour participer comme ingénieur à la conception du grand collisionneur de particules européen, le LHC. Et puis vous commencez à enseigner la physique quantique, la physique des particules à centrale, et ensuite la philosophie des sciences. Et puis vous fondez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, qui est abrité au CEA à Saclay. Qu'est-ce qu'on y fait? Il y a des physiciens, des philosophes qui étudient les fondements de la physique, les implications philosophiques des découvertes des physiciens, et aussi les questions éthiques soulevées par les découvertes scientifiques. Vous avez rédigé de nombreux ouvrages, notamment sur la question du temps en physique, les progrès de la cosmologie, mais aussi un ouvrage d'anagramme. Et depuis 2012, vous animez une émission sur France Culture qui s'appelle actuellement Science en question, mais qui est anciennement la conversation scientifique pour ceux qui connaissent. Merci beaucoup. Merci Pia pour cette présentation. Monsieur Klein, bonjour. Bienvenue à l'École des Mines, merci de votre présence. On aimerait compléter cette présentation en vous posant deux petites questions introductives. Déjà, comment vous-même vous définissez auprès des autres? Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation, merci pour cette présentation dont je ne vois pas très bien quelle source vous avez pu utiliser. Bon, je n'ai pas détecté beaucoup d'erreurs, mais voilà, bravo. On laisse des traces parfois sans le savoir. Comment je me présenterai? Écoutez, comme quelqu'un qui justement ne sait pas comment se présenter, c'est-à-dire que ça a été dit un peu dans la présentation, moi j'ai le défaut de ne pas voir les frontières. Donc je glisse d'un territoire à l'autre sans me rendre compte, sans avoir l'impression d'avoir transgressé une limite ou d'avoir échappé à un contrôle douanier. Et donc c'est plutôt comme ça que je me définirais.
Et pour ce qui est des liens entre la physique et la philosophie, ce n'est pas des liens très compliqués. C'est-à-dire que c'est parti d'un questionnement, mais vraiment naïf, qui est le suivant. Moi, j'entendais bien que, par exemple, s'agissant du temps, j'entendais bien dans mes cours de philo que les philosophes parlent du temps. Ils ont élaboré des systèmes compliqués, Aristote, Saint-Augustin, ensuite il y a eu Kant, Heidegger et beaucoup d'autres, Bergson, qui ont développé des philosophies du temps. Donc le constat que je faisais, c'est les philosophes parlent du temps. Mais dans mes cours de physique, je voyais bien que les physiciens aussi parlent du temps. Galilée, il en parle, Newton en parle, Einstein en parle, Boltzmann en parle. Donc la question toute naïve qui me venait à l'esprit, c'est la suivante. Quand un physicien parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un philosophe qui parle du temps? C'est pas compliqué. Si la réponse à cette question est non, pourquoi c'est le même mot? Et si la réponse à cette question est oui, est-ce que les uns et les autres disent les mêmes choses de cette même chose? La réponse à l'évidence, c'est non. Einstein ne parle pas du temps comme Heidegger, ni comme Kant. Donc, à qui dois-je accorder du crédit s'agissant du temps? Aux philosophes, si oui, lesquels? Aux physiciens, si oui, lesquels, etc. C'est comme ça que ça a commencé, par un travail critique, en fait. Et on peut l'étendre à d'autres notions comme le vide, comme l'espace, comme le néant, etc. Donc, l'idée, elle est toute simple. C'est une idée qui est simple, mais qui n'est pas actuelle, au sens où on continue à maintenir des séparations. Par exemple, il y a 2 ans, le sujet de l'agrégation de philosophie, dans le concours interne, c'était le temps. Et pour le concours interne, il y a une liste de livres que les candidats à l'agrégation doivent lire, qui sont les références du concours. Il y a les livres, c'était ceux d'Aristote, Saint-Augustin, Kant, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, voilà. Pas Einstein. Et alors, quand on demande pourquoi il n'y a pas Einstein, pourquoi il n'y a pas Newton, pourquoi il n'y a pas la physique en général, la réponse qu'on nous donne, c'est nous n'avons pas les correcteurs capables de corriger des copies dans lesquelles on cite à la fois Heidegger et Einstein. Donc on entretient le système par le fait que le système a produit le fait qu'il ne peut pas être autrement qu'entretenu. Donc j'ai abandonné. On est revenu donc sur votre parcours jusqu'ici. Si on regarde un peu maintenant vers l'avenir, quel est votre plus grand défi aujourd'hui? Le défi, c'est de prendre acte de l'échec de la vulgarisation, qui a été démontré de mille manières, mais notamment par le Covid. Je pense que là, on a tous, quand je dis tous ceux qui font de la vulgarisation, on a pris une claque. Hein. C'est-à-dire que avant je voyais bien que nos sociétés dites postmodernes sont traversées par des courants de pensée, deux notamment, qui se contredisent, qui normalement devraient se combattre mutuellement et s'annuler, mais qui en réalité se renforcent. Le premier, c'est le désir de véracité. Nos sociétés sont modernes, éduquées, formées, informées. Et donc ce désir de véracité, c'est simplement le souci de ne pas être dupe. On ne veut pas être dupé par des discours officiels, parce qu'on craint que ceux qui les tiennent non pas parce que ce qu'ils disent est vrai, mais parce qu'ils ont intérêt à dire ce qu'ils disent. Évidemment, ce désir de véracité en démocratie, il est parfaitement sain, même si dans ses formes radicales, il devient théorie du complot. Mais ce qu'a montré un philosophe qui s'appelle Williams, c'est que ce désir de véracité qui normalement devrait permettre d'identifier, en réalité, il va répandre dans toute la société un esprit critique généralisé qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Donc si vous tombez sur une vérité, vous allez vous demander est-ce qu'elle est vraiment une vérité? Est-ce qu'elle n'est pas contextuelle, culturelle, relative, éphémère, factice, instrumentalisée? De sorte que le désir de véracité aboutit au déni de vérité. Et chacun, finalement, et c'est amplifié par le numérique, en quelques clics, chacun fabrique sa communauté numérique qui rassemble des gens qui pensent comme lui, qui croient comme lui, qui s'abreuvent aux mêmes sources, et chacun peut se trouver enfermé dans un registre de vérité qui correspond à ce qu'il attend de la vérité. Ça, c'était déjà visible avant la pandémie, puisqu'on voyait bien que tous les discours tenus par les élites, les institutions, étaient parfois contestés au motif qu'ils servaient ceux qui les tenaient, et non pas la vérité. Et même dans ce contexte un peu tangent,
moi j'avais l'impression que la vulgarisation scientifique, ça fonctionne. Vous écrivez des livres, des gens les lisent, posent des questions intéressantes, vous donnez des cours, les étudiants comprennent, posent des questions intéressantes, vous rencontrez des étudiants qui vous disent qu'ils ont décidé de faire de la science, ou au moins de l'étudier, parce qu'adolescents, ils ont lu un livre du Père Rives ou d'un autre, et donc il y a des travaux de vulgarisation qui ont déclenché des vocations. Vous le citiez vous-même, moi j'ai eu un choc, vraiment un choc presque émotionnel, quand j'étais étudiant en lisant À la recherche du réel, livre de Bernard d'Espagna, qui ensuite a été mon maître, qui expliquait que si la physique quantique était exacte et complète, alors elle avait des implications très fortes sur ce qu'on peut dire et ne pas dire du réel. Moi, ça m'avait fasciné. Bon. Donc, il y a comme ça des travaux qui déclenchent des vocations et on a donc l'impression que la vulgarisation, ça fonctionne. Mais ce qu'a montré le Covid et la mise en scène de la science et de la recherche dans beaucoup de médias, c'est qu'en fait, cette vulgarisation, elle n'est efficace qu'auprès de ceux auprès de qui elle est efficace. C'est-à-dire, elle ne marche qu'auprès de ceux qui sont intéressés par elle. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une fraction très faible de la population. Le reste s'abreuvant à d'autres sources. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour opposer les scientifiques et le grand public. Je veux dire, les scientifiques font partie du grand public. Ils sont scientifiques dans leur secteur, mais ils ne connaissent pas toute la science. Personne ne connaît l'immunologie, la climatologie, la virologie, la physique nucléaire. Non, impossible. Donc on ne peut pas défendre une conception scolaire de la démocratie. Impossible. On ne peut pas demander aux citoyens qu'ils soient scientifiques. Personne ne l'est complètement. Et un citoyen qui est un citoyen... Je crois que ça ne marche plus. Allô? Ça marche pour nous. Déjà la censure. Allô, allô? Un, deux. Ah oui. Il remarche là, non? Bon, j'essaye comme ça. Vous m'entendez au fond? Non, je disais, on ne peut pas défendre une conception scolaire de la démocratie parce que personne ne peut être compétent dans toutes les sciences. Et par exemple, moi, je peux vous expliquer le boson de Higgs et la nucléosynthèse primordiale, et je ne peux pas vraiment vous expliquer le vaccin ARN messager. Et quelqu'un qui pourrait vous l'expliquer ne pourrait pas expliquer la nucléosynthèse primordiale. Donc, en fait, on fait tous partie de ce qu'on appelle le public. La différence entre les scientifiques et le grand public, c'est peut-être que les scientifiques ont tendance, peut-être, et encore faudrait-il le prouver, à faire plus confiance aux autres scientifiques que le grand public. Mais ma priorité, puisque c'est votre question, c'est de prendre acte de ce qui s'est passé, de voir cet échec de la vulgarisation, alors qu'on avait une occasion historique de faire de la pédagogie, des méthodes scientifiques, parce que je mets un pluriel, parce que, comme vous le savez, un physicien ne travaille pas comme un biologiste, qui ne travaille pas comme un sociologue. Donc il y a des méthodologies scientifiques qui, en plus, évoluent au gré des recherches. On les invente, ces méthodologies. Mais là, on avait vraiment l'occasion d'expliquer jour après jour, en temps réel pratiquement, s'agissant des médicaments, par exemple, ce qui est un essai en double aveugle, ce qui est un essai randomisé. Pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation et causalité, ce qui est une exponentielle. On n'a jamais eu de cours sur l'exponentielle, alors que l'exponentielle est devenue un mot de la langue commune. Pourquoi la théorie des probabilités est parfois contre-intuitive? Que veut dire 95% quand on dit d'un vaccin qu'il est efficace à 95%? On balance cette phrase, c'est efficace à 95%, sans dire ce que veut dire ce 95%. Et au lieu de faire cette pédagogie, on a préféré organiser des joutes, des controverses souvent prématurées, et on a présenté la science comme si elle était une aventure individuelle, avec des professeurs dont on connaît les noms,
Et ça m'a évidemment beaucoup choqué. Pour avoir vécu un peu en Allemagne pendant la pandémie, j'ai vu la différence. En Allemagne, c'est Angela Merkel qui faisait les conférences de presse toute seule. Elle expliquait aux Allemands de tout niveau scolaire l'exponentielle. Et quand elle parlait des scientifiques ou de la science, elle disait « les scientifiques nous disent que ». Voilà ce qu'ils nous disent qu'ils savent, voilà ce qu'ils nous disent qu'ils ne savent pas. Donc d'abord, elle engageait un collectif. Les scientifiques travaillent ensemble et à l'issue de discussions qui peuvent être houleuses et longues, ils savent ce qu'ils savent. C'est collectif. La controverse fait partie de l'élaboration de ce qu'on appelle un résultat scientifique. Et ça, c'est la science. La science, c'est ce qu'on sait. C'est pas forcément la vérité, mais c'est ce qu'on sait. On peut la critiquer, mais à condition d'avoir des arguments scientifiques qui permettent de le faire. Et ce corpus de connaissances, la science, il est par nature et par construction, il est incomplet. Et donc, il pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. L'ignorance, c'est l'affaire des savants. Ignorer, c'est pas être ignare. Ignorer, c'est savoir qu'on ne sait pas. Et c'est parce qu'on sait qu'on ne sait pas qu'on fait de la recherche. Si on ne savait pas qu'on ne sait pas, on ne ferait pas de recherche. L'ignare ne fait pas de recherche. C'est parce qu'on sait qu'on ignore qu'on fait de la recherche. Les physiciens, par exemple, ne savent pas s'il existe de la matière noire. Donc ils font des recherches. Ils ne savent pas si le neutrino est identique à sa propre antiparticule. Donc ils font des recherches. Donc le doute, il a à voir de façon consubstantielle avec la recherche. Le doute, c'est le moteur de la recherche. Pour introduire un peu ce dont on va parler aujourd'hui, d'abord on voulait aborder justement la relation entre la politique et la science dans le cadre de la crise Covid. Ensuite revenir un petit peu sur la pédagogie et la vulgarisation de manière plus générale. Et ensuite, selon le temps qui nous reste, on verra pour des questions bonus sur la physique. D'accord. Ce qu'on a constaté donc, pendant la crise Covid, c'est que, en tout cas en France, le gouvernement se reposait pas mal et justifiait ses décisions via l'avis d'un conseil scientifique. Et en dehors de ce qu'on peut penser ou pas de la pertinence de ces avis, la question, c'est à quel point est-ce qu'il est légitime pour un gouvernant de se reposer uniquement sur un avis scientifique. Est-ce que dans les crises majeures de notre époque, donc que ce soit les épidémies, la crise climatique, etc., on peut considérer que la science est le seul facteur déterminant des actions qu'on doit entreprendre, ou est-ce qu'on doit considérer beaucoup également des questions morales, sociétales, idéologiques, autres, éthiques? Bon, c'est une question difficile parce qu'en fait, la réponse, elle dépend des situations. En l'occurrence, il y avait une crise. À partir du moment où on comprend que c'est un nouveau virus, il n'y a pas vraiment de science. Il n'y a pas de science a priori d'un nouveau virus. Et donc, si j'étais gouvernant, je me ferais accompagner par un conseil scientifique qui porte son nom, hein, ses conseils. Et donc, il a pour fonction, comme le dit Alain Suppiot, qui fait un cours sur ce sujet au Collège de France, il s'agit d'assurer un service de phare et balise. Phare, il s'agit d'éclairer les décisions. Balise, il s'agit d'indiquer où sont les écueils, les dangers. Et stopolitique, de prendre les décisions en méconnaissance de cause. Parce que les scientifiques disent ce qu'ils savent, comme je l'ai rappelé, mais aussi ce qu'ils savent ne pas savoir. Et donc, le politique doit assumer le fait qu'il décide sans pouvoir complètement argumenter sa décision, puisqu'il y a une part de risque qui lui est associée. Par exemple, décider de la fin du premier confinement. Vous demandez aux scientifiques, est-ce que les gens qui ont été malades peuvent contracter la maladie une deuxième fois? Question très importante si on déconfine. Les scientifiques disent, on ne sait pas. Ben, le politique, il doit tenir compte de cette inconnaissance médicale, mais aussi de l'état psychique de la population, de l'économie, d'autres facteurs, et il prend sa décision en l'assumant. Il prend un risque, en fait. Et j'ai trouvé pour le coup que ce risque avait été assumé, dit, etc. De façon plus générale,
la question que vous posez, c'est comment est-ce que les scientifiques doivent intervenir dans le débat public s'agissant des questions politiques ou bien technologiques. Comme je parle devant des ingénieurs ou des gens qui vont le devenir, il y a eu un débat en France à la fin de l'année 2021 sur la 5G, qui a duré quelques mois dans la presse. Il y a eu dans des articles, dans les quotidiens, les magazines, il y a eu des dossiers. Et dans mon laboratoire, on a non pas lu, mais disons collectionné tous ces articles. Et il y a un détail qui nous a frappé. Aucun de ces articles n'avait été écrit par un ingénieur. Et c'est très bizarre, ça. Ça veut dire que le fait d'avoir un avis tranché, parce que les articles étaient pour ou contre, hein, le fait d'avoir un avis tranché semble dédouaner de s'instruire à propos de ce sur quoi un avis tranché. Le fait d'être militant dispense d'être compétent. Ça, c'est très, très curieux. Et ça vaut d'ailleurs sur tous les sujets technologiques qu'on a en tête. Je peux même mettre le vaccin, qui est un objet technologique d'une certaine façon. Je peux mettre le nucléaire, je peux mettre les OGM, je peux mettre l'intelligence artificielle. Quand on fait des enquêtes, tout le monde a un avis, pour ou contre. Il y a même beaucoup de gens qui sont des militants. Mais il y a une décorrélation entre la militance et la compétence. Je ne suis pas en train de dire que les ingénieurs ne s'expriment pas. Ils écrivent des rapports. À l'Académie des technologies à laquelle j'appartiens, on fait des gros travaux d'audition d'experts, on discute entre nous, on écrit des rapports, on les met sur le site internet de l'Académie et on est content d'avoir fait un bon travail. Sauf que ces rapports ne sont pas vraiment lus et que les avis qu'ils contiennent ne pèsent pas dans la décision publique. Autrement dit, la question qui est posée, me semble-t-il, aux ingénieurs, c'est quelle part doivent-ils prendre dans le débat public qui concerne notamment, mais pas seulement, après tout, les technologies. Comme les gens compétents sont en général des gens modérés, ils ont tendance à être modérés dans leur engagement. Alors les gens modérés, et je dis ça entre les deux tours de l'élection présidentielle, il devient très important que les gens modérés s'engagent sans aucune modération. Sinon, c'est les positions les plus polarisées, les plus tranchées qui clivent l'opinion et font que les débats, en fait, n'ont pas vraiment lieu. Parce que ce qu'on constate, c'est que les technologies, elles sont jugées, non pas du tout à partir de la connaissance matérielle objective de ce qu'elles sont, mais à partir de ce que Gilbert Simondon, un philosophe des techniques, qui travaillait à l'école normale supérieure, appelait leur halo symbolique. Je reviens sur la 5G. Si un maire d'une grande ville de France dit avec la 5G, on pourra regarder des films pornographiques dans les cabines d'ascenseur, ben, il distille un certain récit qui lui-même engendre un certain halo symbolique autour de la 5G. Si un autre dit avec la 5G, on pourra opérer des malades à distance, il convoque un autre halo symbolique, etc. Et le citoyen, il entend parler de ces halos symboliques qui vont connoter ses jugements. Et en les comparant, en les pondérant comme il le veut, il va déterminer son propre avis pour ou contre. Et vous voyez que si vous enquêtez auprès de vos amis pro-nucléaires ou anti-nucléaires, d'ailleurs, je parle d'amis qui ne seraient pas scientifiques, demandez à vos amis pro-nucléaires pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales nucléaires. Pourquoi on ne met pas de l'aluminium, par exemple? Parfois, ils ne savent pas trop. Demandez à vos amis anti-nucléaires pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires. Ils ne savent pas. Autrement dit, le nucléaire est jugé par eux, non pas par une connaissance qui leur aurait permis de se forger un avis, mais par une espèce de halo qui suffit pour eux à déterminer un jugement. Et vous voyez que pour les ingénieurs que vous êtes, ce n'est pas très satisfaisant d'appartenir à une société qui devient une société des affects. On aime, on n'aime pas. Mais la question n'est pas de savoir si on aime le nucléaire ou qu'on l'aime pas. De toute façon, il est là, il faut s'en occuper. La question est la question générale de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait avec la question de l'énergie? Quelles sont les données qui ne sont pas discutables
et à propos desquels notre affect n'a aucun moyen de les modifier. L'affect, ça vient en deuxième ordre. Mais on voit qu'en France, en tout cas, ce genre de débat est très, très, très difficile à organiser, et peut-être parce que c'est ennuyeux. Je vous rappelle l'étymologie du verbe débattre. Le verbe débattre est un verbe qui date du XIIe siècle. Il a été inventé pour désigner ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Débattre, c'est faire ce qu'il faut pour ne pas se battre. C'est-à-dire s'interdire les arguments d'autorité, pratiquer une politesse de l'esprit, argumenter dans tout ce qu'on dit, ne pas s'énerver, ne pas interrompre l'autre. Ça peut prendre du temps, ça peut être très ennuyeux, mais à la fin, on sait ce pourquoi on est d'accord et ce pourquoi on n'est pas d'accord. Si on veut se battre, on se bat, mais on sait pourquoi on se bat. Vous voyez que ce sens étymologique du verbe débattre a été quelque peu malmené dans le sens qu'on lui donne dans beaucoup d'endroits télévisuels, par exemple, où le débat est au contraire un combat de coq, où une prime est donnée à l'arrogance et aux sophistes. Donc je pense qu'à l'Académie, il y a des débats, des vrais, autour de cette question. Comment est-ce qu'on s'engage dans le débat public? Si on pense que les avis qu'on met en fin de nos rapports, les recommandations qui sont écrites, si on pense qu'elles ont de la valeur, alors il faut les défendre. Puisque la valeur d'une valeur se mesure au prix, au coût avec un P qu'on est prêt à prendre pour les défendre. Si votre valeur est quelque chose que vous ne défendez pas, c'est que ce n'est pas une valeur. Donc la valeur d'une valeur se mesure au risque que vous prenez en les défendant. Et ça provoque des discussions qui d'ailleurs aboutissent à des décisions intéressantes, puisqu'on va organiser des jeux de rôle entre académiciens. Les uns vont jouer le rôle d'un militant de Greenpeace, les autres vont jouer le rôle de, je sais pas, de technophile invétéré, etc. Et on s'entraîne à entrer dans la pensée de l'autre pour voir comment argumenter mieux sa propre pensée. Et je pense que pour les ingénieurs, c'est devenu une nécessité, puisque je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a plusieurs centaines de milliers d'ingénieurs en France. Et si vous regardez leur participation dans les débats publics sous forme de tribune, par exemple, prenez simplement les quotidiens classiques, Le Figaro, Le Monde, Libération, comptez le nombre de tribunes écrites par des ingénieurs. En fait, c'est zéro. C'est zéro. Et alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les économistes, que les footballeurs et que les avocats, qui eux écrivent beaucoup de tribunes. Enfin, peut-être pas les footballeurs, mais... Réciproquement, comment on fait pour concilier le débat démocratique où au final une voix en vaut une autre avec l'autorité scientifique? Tout le monde n'a pas la même légitimité à s'exprimer sur des questions techniques. C'est un peu ce qu'on dit. Et vous incitez les ingénieurs à participer. Comment on peut aussi donner plus de poids à leur voix au-delà même du fait qu'ils participent? Bon. Alors, il faut intégrer le fait que, comme vous le savez sans doute, le mot progrès a disparu des discours publics. On l'a remplacé par le mot innovation, qui n'est pas synonyme du mot progrès. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'en ai déjà beaucoup parlé à d'autres endroits, je ne sais pas si vous savez ça, mais en gros, l'idée de progrès, c'est l'idée que le temps qui passe est constructeur. Le temps qui passe, il est complice de notre liberté et de notre volonté. Croire au progrès, c'est faire l'effort intellectuel de configurer le futur à l'avance, donc, d'une façon qui est crédible et attractive. Crédible, parce que ce n'est pas utopie. Croire au progrès, ce n'est pas inventer un monde complètement différent du nôtre, sans qu'on puisse dire par quel chemin on va rejoindre cet autre monde. Donc il faut penser le futur d'une façon crédible, au sens où on peut tracer un chemin qui nous mène du présent où nous sommes vers ce futur qu'on a configuré. Et il faut que ce soit attractif, parce que le progrès n'est pas automatique. Et donc il faut travailler à le faire advenir. Kant dit, croire au progrès, c'est finalement accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Ce qui suppose une philosophie de l'histoire, que nous n'avons plus. Donc on a liquidé le mot progrès, très rapidement, en quelques décennies, c'était un mot qui était structurant de la modernité, on l'a liquidé
On l'a remplacé par le mot innovation. Et l'innovation, j'ai rien contre évidemment, mais quand vous regardez les rhétoriques dans lesquelles on a inséré ce mot, elles ne rendent pas justice à l'idée de progrès. En gros, la rhétorique de l'innovation s'appuie sur l'idée d'un temps qui passe qui est non pas constructeur, mais corrupteur. Le temps qui passe dégrade la situation. Le temps qui passe augmente la gravité des défis. Et, lisez par exemple le document européen pour faire de l'Europe l'union de l'innovation en 2020, c'est un document de 2010. L'Europe dit voilà, les défis auxquels nous sommes confrontés s'aggravent à mesure que le temps passe. La réflexion des ressources, changement climatique, compétitivité des entreprises, vieillissement de la population, etc. Réduction de la biodiversité. Et l'Europe a compris, dit ce document, qu'elle ne pourra relever ces défis que par l'innovation. Et le mot est ensuite cité 307 fois dans un document de 52 pages, sans être nulle part défini. Donc c'est vraiment un mot totem. Donc je n'ai pas le temps de vous faire toute l'histoire, mais le mot innovation, c'est intéressant parce que quand j'étais à votre place, un peu dans la même école, qu'est-ce qu'on peut, pour tout vous dire, j'étais reçu au Mines. Mais je trouvais que le parc de Sceaux, c'était mieux que le jardin du Chambon. Donc je ferme la parenthèse. Où est-ce que j'en étais? Oui. Alors, quand j'étais à votre place, presque, le mot innovation n'était jamais prononcé. J'ai enquêté auprès d'anciens camarades, j'ai regardé mes polycopiés, personne ne parle d'innovation. On parle d'invention, de découverte, de brevet, d'application, de recherche appliquée, c'est tout. Et en fait, le mot innovation, il commence à réapparaître en France à la fin des années 1980. Quand on regarde son histoire, on trouve quelque chose d'étonnant. La première occurrence du mot innovatio, en bas latin, c'est au XIVe siècle, c'est un mot du vocabulaire juridique. Ce qu'on appelle une innovatio, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un avenant à un contrat. Donc vous signez un contrat, quelque chose est modifié autour du contrat, et vous rédigez une innovatio pour que le contrat demeure valide. Donc l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour que le contrat ne change pas. C'est ce qu'il faut changer dans le contrat pour que le contrat ne change pas. Après, le mot circule en politique avec Machiavel, dans Le Prince. Le prince ne doit pas innover politiquement, il doit faire son boulot de prince comme d'habitude, sauf, dit Machiavel, si son pouvoir est menacé. Alors là, il doit innover. Toujours la même idée. Il faut innover pour conserver. Et puis le mot innovation va être pour la première fois utilisé dans le domaine de la technique par un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon en 1625 dans un livre qui s'intitule Essais et conseils civils et moraux, que vous pouvez acheter chez Vrin, tout à côté, traduit en français. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle l'innovation. Et c'est la première fois que quelqu'un associe innovation et technique. Et il faut le lire. Il faut le lire. Moi, je le donne à lire à mes étudiants, un extrait, sans leur dire qui l'a écrit, ni quand il a été écrit. Et ils me répondent, c'est Alain Minc, c'est Jacques Attali. Voilà. Ce qui est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en 2022, nous parlons de l'innovation comme en 1625. C'est-à-dire avant la philosophie des Lumières, avant même que l'idée de progrès soit formalisée. Et qu'est-ce que dit Bacon? Il dit le temps qui passe dégrade les situations. Comment empêcher que le mal l'emporte? Par l'innovation technique. Et il dit il ne faut pas innover trop vite. Sinon, l'innovation est perçue par les populations comme une étrangère et elle est rejetée. Il ne faut pas non plus innover trop lentement, sinon les dégâts produits par le temps qui passe deviennent irréparables. Et il termine en disant il faut innover au rythme du temps pour maintenir le monde. Ce qui est exactement ce que nous disons dans le rapport de l'Union européenne pour faire de l'Europe l'union de l'innovation. Et donc, vous voyez, c'est un rapport à l'innovation, travail d'ingénieur essentiel, qui est assez mortifère, puisque c'est l'idée que si on n'innove pas, on est foutu.
Alors que l'idée de progrès, c'était au contraire, on veut ça. On veut atteindre cette situation. Et on travaille à la faire advenir. Et donc, moi, si j'étais à votre place, sans rien contester à l'innovation en elle-même, j'essaierais de changer sa rhétorique, c'est-à-dire en fait, si vous croyez au progrès, eh bien, il faut soumettre l'idée de progrès à elle-même, c'est-à-dire tenter de la faire progresser. Et si on l'a liquidée, si on l'a complètement abandonnée, c'est peut-être parce que la façon dont elle a été pensée par les philosophes des Lumières était assez naïve. Lisez par exemple, lisez l'encyclopédie d'Alembert et Diderot. Dans cette encyclopédie qui a 24 tomes, il y a beaucoup de planches et des dessins qui représentent des outils agricoles, des imprimeries, des moulins à vent. On explique comment faire du verre, par exemple. Tout ça est illustré par des schémas explicatifs. Et quand on lit l'introduction, on comprend pourquoi ils le font. C'est que d'Alembert et Diderot, ils pensaient que la technique était vectrice de connaissances. Et que plus il y aurait d'objets techniques dans la société, plus les idées scientifiques qui ont rendu ces objets possibles seraient connues du public. Autrement dit, la technologie serait par essence pédagogique. Ça a été vrai sans doute à une certaine époque, mais ça ne l'est plus du tout, comme vous le savez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les objets techniques sont tous sauf pédagogiques. Et on pourrait même dire que plus un objet technique est complexe, plus la notice qui permet de s'en servir est courte. L'exemple le plus simple, c'est l'iPhone, le smartphone, qui est un objet d'une complexité technique incroyable compte tenu de sa taille, et qui est vendu sans notice. Qui est vendu sans notice. Et donc, vous savez bien qu'il y a de la science dedans, mais vous n'avez pas du tout besoin de la connaître pour faire fonctionner cet outil. Et donc, finalement, le design de la technique, qui nous la rend conviviale, fait que nous avons un rapport magique à la technologie. Le nombre de gens qui sont capables de dire ce qui se passe quand ils appuient sur l'écran avec leur index ou leur pouce, qu'ils envoient un SMS ou un mail à un correspondant en Australie, par où passe ce message? Quel est le vecteur? À quelle vitesse? Comment il se retrouve dans un autre téléphone? Personne n'en sait rien. Personne n'a besoin de savoir. Donc ça, c'est une première naïveté des philosophes des Lumières. L'autre grande naïveté, c'est qu'ils pensaient qu'il y avait une forme d'embrayage automatique entre les différentes formes de progrès. Le progrès scientifique engendre automatiquement des progrès technologiques, puis des progrès matériels, puis moraux, puis politiques. Il y a un texte d'Alembert, lisez le texte d'Alembert dans l'encyclopédie, l'article géomètre, qui est l'ancien nom pour dire mathématicien. D'Alembert, en conclusion de son papier, dit « Prenez une nation tyrannique, formez-y quelques géomètres. Quelques temps plus tard, cette société se libérera de son joug. » Il ne connaît pas la Corée du Nord, où il y a d'excellents géomètres. Ça ne suffit pas, ça ne marche pas comme ça. Et donc, il y a comme ça des formes de naïveté qu'on pourrait réinterroger, identifier d'abord, et puis ensuite essayer de refonder une idée de progrès qui tienne compte de ce que nous a appris la suite de l'histoire. Il y a une technique, par exemple, vous imaginez qu'on mette dans une capsule temporelle des philosophes des Lumières. Donc, dans un vaisseau temporel, vous mettez Condorcet, d'Alembert, Diderot, Descartes, ça se discute, mettez Spencer, parce qu'il faut bien un anglais, etc. Puis vous les amenez en 2022, évidemment, et vous imaginez leur réaction dans telle ou telle situation. Vous n'allez pas leur montrer tout d'un coup, ils vont devenir fous. Mais en imaginant leur réaction dans telle ou telle situation, vous pourrez voir là où nous sommes allés beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient imaginé. Par exemple, aucun n'avait imaginé l'enseignement obligatoire. Donc vous les emmenez dans un cours de terminale, suivre un cours de maths, par exemple, ils vont être scotchés. Ils vont voir qu'on apprend aux jeunes gens de 17 ou 18 ans aujourd'hui des mathématiques qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Bon, mais ils connaissaient des mathématiques que les... Bon. Non, mais ce que je veux dire, ils vont être surpris. Voilà. Ils vont être surpris. Ensuite, vous les amenez au CERN. Et vous leur expliquez que grâce à des collisions de protons, on a pu produire une particule qui s'appelle le boson de Higgs qui permet de comprendre l'origine de la masse des particules élémentaires.
C'est incroyable, les physiciens font des découvertes philosophiques. Ils montrent que le lien entre matière et masse n'est pas celui qu'on avait imaginé. Incroyable, etc. Et puis vous leur dites, par exemple, au XIXe siècle, on a découvert une nouvelle interaction fondamentale, une nouvelle force de la nature qu'ils ne connaissaient pas, qui s'appelle l'électromagnétisme. Et quelques décennies plus tard, des ingénieurs géniaux ont fabriqué des trucs parallélépipédiques qu'on appelle des télévisions, qu'on peut mettre dans les foyers et qui permettent d'avoir le son et l'image à domicile, dans tous les foyers de France. On dit incroyable, vous faites quoi avec ça? Vous retransmettez tous les cours du Collège de France? Et là, vous les mettez devant une chaîne privée un samedi soir. Là, ils vont dire, il y a un truc qui s'est passé là. Et puis, ils verront qu'il y a des gens qui dorment dans la rue à Paris. Ils seront incapables de comprendre qu'on puisse aller sur la Lune et qu'on dorme dans la rue. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, en faisant ce travail critique, on peut refonder l'idée de progrès d'une façon qui permette de configurer le futur d'une façon qui tienne compte de ce que nous voulons, de ce que nous savons et de ce que nous sommes en train d'apprendre. Parce que, je ne sais pas dans quel état psychique vous êtes, vous les jeunes, hein, mais les jeunes que je fréquente, parfois psychiquement, ils sont un peu éteints, quoi. Alors, il y a plein d'explications, sans doute, mais il y en a une qui me semble assez évidente, c'est que quand, j'insiste, j'étais à votre place, on nous parlait de l'an 2000 tous les jours. L'an 2000 était configuré en détail, par des bandes dessinées, par des récits. On nous expliquait comment on allait voyager, se nourrir, communiquer, travailler, se divertir. C'était assez excitant. Et c'était tellement excitant que certains de mes camarades étaient pressés de vieillir. Pressés de vieillir, vous imaginez? Qu'est-ce qu'on est là à glander dans le présent? Il y a l'an 2000 qui nous attend. Et puis une fois qu'on a passé l'an 2000, qui a agi comme un horizon projectif très, très séduisant, c'est comme quand vous faites de l'alpinisme. Dans la phase de montée, vous êtes complètement tendu vers l'objectif. L'esprit et le corps sont complètement unis dans la même intention. C'est votre projet. Puis vous arrivez au sommet, il y a une petite joie qui peut être très forte, mais qui est éphémère. Et puis commence la descente. La descente. Qui est une descente physique, on perd de l'altitude, et qui est également une descente psychologique. Parce que la descente, finalement, elle vous éloigne de votre objectif. Et c'est très rare. Moi, je ne connais pas d'alpiniste qui, dans la phase de descente, reformule un projet de course en montagne. C'est pénible. C'est seulement après qu'on refabrique un projet, un horizon projectif. Et là, on est en train de couler depuis l'an 2000. On s'éloigne de cet objectif qui a été très tendu et on n'a pas encore réussi à se donner un nouvel horizon projectif. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on parle d'innovation, qui est une façon darwinienne de parler du futur, alors que l'idée de progrès est une façon lamarckienne de parler du futur. Dans Lamarck, il y a une finalité. Dans le Darwin, il n'y a pas de finalité. Et donc, je pense qu'il faut retravailler ça pour les jeunes générations, pour leur donner non pas de la prédiction, il ne s'agit pas de prédire le futur, mais une perspective. Une perspective, c'est ce qui donne un sens à ce qu'on fait. Et évidemment, c'est difficile, puisque quand un scientifique aujourd'hui parle du futur, et je ne parle pas des scientifiques qui parlent des trous noirs, du Big Bang et de la matière noire, qui eux continuent de nous faire rêver, je parle des scientifiques qui parlent de l'environnement, du climat, de la biodiversité, de la pollution des sols, de l'air, des océans. Là, quand ils parlent du futur, c'est crédible et c'est pas attractif du tout. Et quand des gens parlent du futur d'une façon attractive, c'est pas crédible. Et donc, cette association entre crédibilité et attractivité qui était la signature de l'idée de progrès, n'étant plus opératoire, l'idée de progrès n'a plus d'assises. En tout cas, elle n'a plus ses anciennes assises. Et donc, il faut la retravailler. Il faut la retravailler. Et ça, c'est un travail auquel les ingénieurs doivent contribuer. Pourquoi? Parce que le fait qu'on ait abandonné l'idée de progrès fait qu'on se rend compte de deux choses. La première, c'est que la science produit des connaissances, mais elle produit aussi de l'incertitude. Mais c'est une incertitude d'un type très spécial. La science ne nous dit pas ce que nous devons faire, des possibilités qu'elle nous donne. Elle nous dit, vous
pouvez faire des centrales nucléaires, vous pouvez faire des OGM, vous pouvez faire de la 5G, de la 6G, de l'IA, etc. Mais elle ne nous dit pas si on doit le faire. S'agissant de l'IA, par exemple, ça n'est pas l'IA qui nous dit quelle part des décisions nous sommes, nous, en tant qu'humains, prêts à déléguer à des machines. C'est nous qui devons décider cela. Et la science ne nous dit pas comment le faire. Elle nous dit qu'on doit le faire, décider. Et donc, les ingénieurs, ils doivent participer à ces discussions en nous disant ce qu'ils savent, ce qu'ils font, et troisième chose, ce qu'ils pensent de ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent de ce qu'ils font. C'est intéressant. C'est intéressant de savoir ce que les ingénieurs pensent de ce qu'ils font. Et ça manque, à mon avis, beaucoup au débat public. L'autre chose qu'on a comprise et qui rend la prédiction difficile, c'est que nous avons compris que ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire. Pensez au climat. Là, on ne peut pas dire les températures en 2100 parce qu'elles dépendent en partie d'incertitudes qui sont liées à notre méconnaissance de certains couplages entre l'océan et l'atmosphère, mais aussi qu'on ne sait pas dire comment l'humanité va se comporter. Donc, on ne peut pas dire ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas dire comment les gens, l'humanité, va se comporter, de sorte qu'il nous manque une donnée pour pouvoir faire de la prédiction, en l'occurrence des températures. Et ça nous donne une certaine responsabilité qui est liée à ce qu'on appelle l'anthropocène. Nous avons conscience que nous sommes des acteurs de l'évolution presque géologique de la Terre. Et les ingénieurs sont, à mon avis, dans une position très, très particulière. Et il faut qu'ils s'expriment d'une façon qui empêche que nos actions soient simplement déterminées par nos affects et les pondérations que le pouvoir politique donnera à ces affects. Merci, on va pouvoir passer du coup à la partie sur la pédagogie. Vous nous faites un bon pont avec la partie sur les lumières. Alors, vous avez déjà plutôt abordé les différents aspects, les différentes limites dans la première partie. Mais pour vous, quel a été le plus grand échec de la pédagogie si on fait table rase sur la période Covid? Est-ce que vous avez un souvenir d'un événement marquant d'échec de la pédagogie auprès de la population durant les dernières années? Moi, je ne parle pas d'échec de la pédagogie, parce que quand la pédagogie a lieu, elle réussit. Quand on explique, il y a de la transmission. Quand vous faites cours et que vous corrigez les copies, évidemment, il y a votre impédance, celle de votre cours n'est pas toujours adaptée à l'impédance du public. Donc il peut y avoir des malentendus, des choses qui sont mal comprises. Et quand même, vous avez l'impression qu'il y a une forme de transmission qui a eu lieu. Mais la pédagogie, comme vous le savez bien, elle est chronophage. Elle demande du temps. Et expliquer comment on a su ce qu'on sait, ça prend du temps. Voilà. Et ce qu'on peut reprocher à la pédagogie quand elle est rapide, c'est qu'elle distille des connaissances sans avoir le temps de dire comment ces connaissances sont devenues des connaissances. Bon, moi, j'imagine que vous savez tous que la Terre est ronde. Mais est-ce que vous savez vraiment comment on a su qu'elle est ronde? Qui, quand, comment, avec quels arguments, à quelle époque? Et même ceux qui savent comment on a su que la Terre est ronde sont en général prompts à imaginer que l'humanité a toujours pensé que la Terre était plate, puis tout d'un coup, révélation, on découvre qu'elle est ronde. Mais non. Non, pour autant qu'on le sache, il faut des traces écrites, évidemment, il y a toujours eu des gens qui savaient que la Terre est ronde. Donc comment on a su que la Terre est ronde? En fait, c'est passionnant. C'est passionnant. Tout le monde sait comment on a mesuré la circonférence de la Terre. Ça, c'est assez célèbre, c'est dans beaucoup de livres. Et si les gens mesuraient la circonférence de la Terre, c'est parce qu'ils savaient déjà qu'elle était ronde. Comment ils savaient qu'elle était ronde? Voilà. Ça, on ne le sait pas. On sait que l'atome existe. Comment on a su que l'atome existe? Après 2500 ans de débat. On ne le sait pas. Donc nous avons tous des connaissances, mais nous avons une mauvaise connaissance de nos connaissances. Et ça nous fragilise. Et ça fragilise donc les connaissances par rapport à ceux qui les contestent. Il y a quelques années, 3 ans je crois, il y avait les manifestations des jeunes pour le climat. Vous
moi, j'habite à Denfert-Rochereau, donc j'étais venu voir une manifestation qui démarrait pour cette cause-là à Port-Royal. Et avant que la manifestation se mette en route, j'ai proposé à des jeunes qui étaient là de discuter avec moi. Et s'ils acceptaient, je leur payais un café. Donc, il n'y en a que 10 qui ont accepté. On est allé au café Le Bullier, qui est au bout de la rue, là, à Port-Royal. Et il y avait 4 élèves de terminale, il y avait 3 élèves de Sciences Po, et il y avait 3 élèves de première année universitaire en sciences. J'ai discuté avec eux et c'était époustouflant. Ils avaient une maturité intellectuelle, une façon de parler, d'argumenter, une connaissance aussi des enjeux du climat, bluffante. En tout cas, ils avaient une maturité intellectuelle et une capacité rhétorique bien plus grande que ma génération, même âge. Donc j'étais vraiment très surpris et agréablement surpris. Mais à la fin, je leur ai demandé, les amis, au fait, l'effet de serre, c'est quoi? C'est quoi l'effet de serre? Vous me dites qu'on rajoute un peu de CO2 dans l'atmosphère, ça change les températures. Et vous savez bien qu'il y a plein de CO2 qui va naturellement dans l'activité volcanique, et il y a d'autres phénomènes. Et vous me dites qu'en en rajoutant un petit peu, ça change les températures. Vous êtes sûr? Puis je leur dis, vous me parlez des températures en Celsius. Vous savez bien que la bonne échelle de température, c'est les Kelvin. Donc si on passe au XXIe siècle de, je sais pas, 300 degrés Kelvin de moyenne à 301 Kelvin, vous pensez que ça fait beaucoup en relatif? Et moins d'1%, c'est quoi ces histoires? Je pouvais les balader comme je voulais. Je pouvais faire mon petit climato-sceptique et les manipuler à ma guise. Donc vous voyez, c'est ça l'échec de la... S'il y a un échec de la pédagogie, c'est ça. C'est qu'on peut raconter n'importe quoi sans être contredit. C'est vrai pour les sciences dures. C'est pas vrai pour les sciences humaines et sociales. C'est un truc que je comprends pas. Dans les facultés, par exemple en sociologie, en psychologie, si vous n'adoptez pas certains codes dans votre façon de parler, si vous ne pratiquez pas l'écriture inclusive, c'est pas vraiment intégré, quoi. On va vous censurer, on va vous le reprocher. Par contre, si vous dites des énormités en sciences dures, comme Trump, par exemple, vous dites des trucs énormes, faux. Voilà, ça n'atteint pas votre crédit. Et vous voyez que ça, c'est quand même sujet de préoccupation. Quand il y a eu la découverte du boson de Higgs, en 2012, c'était quand même une découverte européenne. Hein. La particule a été découverte au CERN, organisme européen. La particule a été prédite par des physiciens européens, Higgs, Engler et Brout, belges ou bien irlandais, écossais. Bref, c'est une sorte de grande victoire de l'Europe. Mais le jour où on a annoncé la découverte, le 4 juillet 2012, il n'y a pas eu de réaction politique. Personne, ni les ministres de la Recherche, ne sont venus dire c'est une découverte importante. Non, personne n'en parle. C'est le 4 juillet. Le 17 juillet paraît dans Le Monde un article écrit par un monsieur que je connaissais à l'époque, qui s'appelait Gabriel de Montrose, qui était l'ambassadeur de France au CERN au moment de la création du CERN, en 1954. C'est une façon très polie de dire qu'il n'était pas jeune. Il avait 102 ans. Il écrit un papier assez court dans lequel il dit que la découverte du boson de Higgs va conduire à des applications aussi nombreuses que la découverte de l'électron. Donc, les hommes politiques qui lisent ça, ça fait tilt. Ça fait PIB, quoi. C'est ambiance PIB. Hein. C'est-à-dire, la découverte du boson de Higgs va gonfler le PIB. Très bien. Alors là, les téléphones sonnent de partout. Ils veulent visiter le CERN. Moi, j'étais à Chamonix à l'époque, en train de grimper, on me téléphone, il faut que tu viennes au CERN. Donc, je dois, dans un premier temps, résoudre un problème concret, en fait insoluble. C'est comment on fait pour acheter une cravate à Chamonix. En fait, impossible.
Il faut trouver un guide qui s'est marié dans l'année, c'est la seule solution. J'arrive au CERN, le Premier ministre est là, le ministre de la Recherche, ils visitent les expériences, ils ne comprennent pas grand-chose, sauf qu'ils comprennent que le boson de Higgs, ayant une durée de vie de 10 puissance moins 23 secondes, n'est pas une entité avec laquelle on va pouvoir faire des médicaments. Bref, ils comprennent que cette découverte ne sert à rien. Mais qu'elle ouvre l'esprit, évidemment. Elle a résolu une question de physique fondamentale, mais elle n'aura pas d'application directe. Et donc, ils nous réunissent, on met de côté les journalistes, on garde les scientifiques pour leur dire il va falloir que vous fassiez de la pédagogie, que vous expliquiez mieux ce que vous faites, parce qu'on a compris que ça ne servait à rien, donc si vous voulez du financement, il faut expliquer davantage. Il n'y aura pas d'application, manifestement. Et là, l'un d'entre nous, je ne sais plus lequel, dit « Ah mais monsieur le ministre, c'est pas vrai. On vient de comprendre l'origine de la masse des particules. On vient de comprendre d'où vient que les particules élémentaires ont une masse non nulle. Donc on vient de comprendre le mécanisme d'engendrement de la masse. Et donc il n'est pas du tout exclu qu'un jour, un ingénieur génial de l'école des mines, le démagogue, hein, c'est pas interdit, invente une machine qui s'appuie sur cette découverte pour résoudre un problème de santé publique qui s'appelle l'obésité. Comme on a compris l'origine de la masse, on va pouvoir, avec un potentiomètre, régler et adapter la masse des gens. On va faire grossir les maigres et maigrir les gros. Et le problème, c'est que les personnalités politiques qui étaient là ont cru que c'était vrai. C'était une blague, mais ils ont cru que c'était sérieux. Et donc, il faut imaginer la solitude infinie dans laquelle se trouve celui qui a fait la blague et qui doit rétro-pédaler. Voilà, donc pour moi, c'est ça l'enjeu pédagogique, c'est la manipulation. Voilà, on peut dire n'importe quoi. On peut dire, par exemple, que le nucléaire provoque le changement climatique. D'ailleurs, 72% des Français le pensent, après les enquêtes. Voilà. Et à partir de cette croyance, à fabriquer de la démagogie supplémentaire. Donc, vous parlez du concept de manipulation. Ça va rebondir sur quel est le plus grand obstacle au développement et à la valorisation de la science de manière un peu plus concrète, du coup, dans nos sociétés actuellement. Au sens des connaissances scientifiques des gens. Je pense qu'il y en a en gros deux. C'est que, d'abord, dans les mêmes canaux de circulation ou de communication, circulent des connaissances, scientifiques ou autres, des croyances, des opinions, des commentaires, des bobards. Comment est-ce que vous pouvez séparer les uns des autres, sachant que même s'ils ont des statuts très différents, une connaissance et pas une croyance, le fait qu'ils circulent ensemble, de façon aplatie, fait que leur statut se contamine. Si on vous présente une connaissance, vous pourriez dire, mais non, cette connaissance, en fait, c'est la croyance d'une communauté particulière. Ou bien si on vous présente une croyance, vous pourriez dire, mais cette croyance, en fait, c'est une vraie connaissance qui est injustement méprisée par les sachants. Donc tout se mélange. Et puis, quand dans le paysage, toutes les thèses coexistent, y compris les thèses les plus contradictoires, comment est-ce que vous pouvez vous fabriquer une boussole? C'est impossible. Donc, en fait, vous allez être victime de vos biais cognitifs et vous allez déclarer vraies les idées qui vous plaisent. Moi, je pense que l'obstacle, si vous voulez, c'est que les vraies connaissances, ou disons les sciences, d'une façon générale, je parle là surtout de la physique, c'est une science qui contredit, dès ses versions modernes avec Galilée, qui contredit l'observation, qui contredit le bon sens, qui contredit le sens commun. Or, quand vous êtes perdu, sur quoi vous appuyez-vous? Sur votre bon sens, sur ce que vous estimez être votre intuition, votre ressenti, qui vous fait adhérer ou non à tel ou tel test qui vous est présenté. Et c'est pour ça que l'enseignement de la physique est intéressant. C'est qu'au lieu de dire aux jeunes gens, comme on me l'a dit à moi, la physique, c'est compris par ceux qui ont sens physique, non, il n'y a pas de sens physique. La physique, elle contredit le bon sens. Dès Galilée, elle contredit même l'observation. Pensez, et je m'adresse à des ingénieurs, donc ils sont l'embarras du choix, pensez à toutes les lois physiques que vous avez apprises, au lycée ou ici, toutes les lois physiques.
répétez-vous l'énoncé et prenez-le au sérieux. Et vous verrez que l'énoncé correspond toujours à une situation que vous n'avez jamais observée directement. Par exemple, quand Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse », quelle que soit leur masse, à l'époque où il le dit, personne ne l'a vu. Tous les corps de masse différente tombent à des vitesses différentes. Lui, il dit « tombent à la même vitesse ». Donc il énonce une loi qui contredit ce qu'on voit. Et donc faire de la physique, c'est expliquer comment des lois qui contredisent l'observation l'expliquent quand même. Pensez au principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force, à un moment est uniforme. Mais qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu un mouvement inertiel? Personne. Et pourtant, le principe d'inertie est un principe fondamental de la mécanique, énoncé par Galilée contre Aristote, et ça correspond à une situation qui n'est objectivée et directement visible nulle part. Tous les mouvements s'amortissent ou bien sûr sont curvilignes. On n'a jamais vu de mouvement inertiel. Donc vous pourriez dire, bah, c'est quand même un principe idéal qui permet de comprendre l'amortissement des corps. Très bien. Mais mettez-vous à la place des physiciens de la fin du XIXe siècle, qui comprennent que, au moins dans la Voie lactée, la galaxie, il y a de la gravité partout. Il y a de la gravité partout. Donc tous les corps, où qu'ils soient, subissent au moins une force qui est le poids. Donc, l'énoncé du principe d'inertie qui dit un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement uniforme. Mais c'est quoi cette histoire? L'énoncé commence par définir et décrire une situation qui n'est vraie en aucun point de l'espace. Bon, bah alors vous faites quoi? Là, vous dites, première option, vous dites, bah, j'accepte de construire la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe métaphysique qui n'est actuel nulle part, mais que je considère comme valide au vu des conséquences concrètes qu'il a par le biais de la mécanique. Première option. Et c'est l'option générale. Deuxième option, là il faut être un génie, s'appeler Einstein, et dire, à moins que la gravitation ne soit pas une force. Et si la gravitation n'est pas une force, alors un corps qui subit la gravitation pourrait être décrit comme un corps qui ne subit aucune force. Et c'est ce qu'il va faire. La relativité générale, c'est une théorie qui montre que la gravitation n'est pas une force qui s'applique aux objets en étant médiée par une interaction au travers de l'espace, c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Et donc les objets qui subissent la gravitation, en fait, ne subissent rien, donc ils ont un mouvement inertiel, sauf qu'un mouvement inertiel dans un espace-temps qui est courbé, il ne va pas en ligne droite. C'est tout. Vous voyez, la pédagogie de la physique, elle pourrait être rendue beaucoup plus intéressante. Elle pourrait davantage montrer l'érotisme des problèmes, comme disait Einstein, si on la basait sur le paradoxe. C'est-à-dire, au lieu de la présenter comme naturelle, tombant sous le sens, les élèves intelligents sont ceux qui comprennent pas ne sont pas intelligents, c'est en gros le critère, de montrer qu'elle est en fait absurde. Comme le dit Coiré, faire de la physique, c'est expliquer le réel par l'impossible. C'est expliquer ce qu'on voit, le réel empirique, par des lois qui, lorsqu'on les entend, semblent impossibles, c'est-à-dire semblent absurdes, parce qu'elles contredisent l'observation. Et là, on fait un pas de côté, c'est lui qui rend les choses beaucoup plus excitantes. Merci beaucoup. Eh ben, cela conclut la partie interview de notre entretien. Maintenant, on va passer aux questions du public. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. Levez la main et je vais faire passer le micro. Merci pour votre intervention. C'était vraiment très intéressant. Je m'entends décalé. Du coup, j'aurais une question sur... J'ai vraiment trouvé très intéressant le moment où vous avez parlé de la notion d'innovation et en gros qu'on n'avait pas d'espoir sur le futur vis-à-vis en parallèle avec le progrès. Donc le progrès, espoir vers le futur, versus innovation, où bon, là on pense tous à un changement climatique, plus on va avancer dans les années, plus ça va être catastrophique, etc. Et ça m'a amené à, est-ce que vous avez un espoir pour le futur? Et notamment,
sur les populations jeunes, chez les jeunes. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un changement? Mon intuition personnelle, c'est que le temps, enfin, c'était très très large tout ce dont vous avez parlé, mais que le temps de cerveau disponible de la jeunesse ne fait que décroître. Et donc, arriver à la nuance, c'est-à-dire ce qui serait l'idéal dans la communication, la pédagogie, etc., sans temps de cerveau disponible, ce qui a priori diminue avec les objets numériques, ça va être compliqué. Est-ce que vous avez un espoir? Bon, c'est marrant que vous parliez Excusez-moi, je vais juste interrompre 2 secondes la question, enfin la réponse à la question. En fait, on a les premières années qui ont cours, donc ceux qui veulent aller en cours, allez-y, pour ne pas interrompre la suite. Enfin, une école où les cours sont obligatoires. Bon, personne, visiblement, donc on peut continuer. À Centrale, c'est pas comme ça. On va Bon, excusez-moi pour l'interruption, alors. On va en cours si on a envie. Bon, non, ce qui est drôle que dans votre question, il y ait le mot espoir. Parce que l'anagramme de l'idée de progrès, c'est le degré d'espoir. Donc votre question, c'est, je peux la convertir en une autre formulation qui serait, est-ce qu'il faut être optimiste, pessimiste, etc. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit une question vraiment... c'est la bonne façon de poser la question. Je ne sais pas si vous connaissez la définition de l'optimisme par Jean de Romesson, grand écrivain, peut-être vous connaissez. Il disait, un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. C'est plutôt d'ailleurs une définition de la confiance en soi. Hein. Mais on peut prolonger cette définition en disant un pessimiste, c'est quelqu'un qui ne va pas faire de mots croisés par peur d'échouer. Mais la bonne attitude, vous la connaissez, c'est de faire des mots croisés avec un crayon noir et une gomme. Moi, j'ai plutôt cette attitude-là. Donc moi, je suis bien placé, étant prof auprès de jeunes gens, pour voir que l'attention est une donnée, une disposition qui devient très rare. Parce qu'en fait, il y a une multitude de gens, de structures, qui se bagarrent pour avoir votre attention. Ça peut être les professeurs, ça peut être les médias, ça peut être le pouvoir politique, ça peut être la publicité, et ça peut être surtout le divertissement. Le divertissement. On peut se divertir à peu près où on veut, quand on veut, etc. Et on voit bien que le temps d'écran, comme on dit, augmente, notamment chez les jeunes, d'une façon très rapide, comme si finalement l'endroit où nous sommes, c'était la caverne de Platon. Moi, je vois, j'ai des enfants qui ont votre âge à peu près, et je vois leurs copains, leurs copines, etc. Et je vois bien qu'ils considèrent, dans certaines situations, que l'endroit où ils sont n'est pas le vrai réel. Et que le vrai réel est celui qui est montré par leur téléphone. Et la vraie réalité, l'en dehors de la caverne dont parlait Platon, là où il y a les idées intelligibles, là où il y a le vrai réel, c'est le téléphone qui le contient. Et l'endroit où ils sont physiquement, c'est un endroit, disons, caverne, c'est secondaire. C'est pas là que les choses se passent. Les vraies choses se passent dans un ailleurs dont la réalité est médiée par le biais du téléphone. Et là, je crois que, en effet, il ne s'agit pas d'être pessimiste et optimiste, il s'agit de considérer que c'est vraiment une mutation anthropologique. C'est une mutation anthropologique. Ça fait des personnalités, même des intelligences qui sont un peu différentes. Il ne s'agit pas de les hiérarchiser. Il s'agit de montrer qu'elles sont différentes. Vous êtes beaucoup plus informés qu'on pouvait l'être avant le numérique, avant les téléphones. Je ne sais même pas si vous imaginez ce que pouvait signifier attendre un bus quand on n'avait pas de téléphone portable. Prendre le train. Ou, par exemple, faire un voyage et savoir qu'on ne peut être joint par personne. Moi, je suis parti au Népal pendant 40 jours, aucune nouvelle. Je pouvais joindre personne, ni être joint par personne. Ça vous met dans une situation existentielle que les gens d'aujourd'hui ont du mal à imaginer, puisqu'ils sont tout le temps, sinon connectés, du moins en capacité d'être connectés. Et je pense que ça, en effet, ça traduit ou ça provoque un rapport à la réalité qui est complètement différent, comme si la réalité était dispersée.
On dit le temps s'accélère à cause de ça, le temps s'accélère. Évidemment, le temps, ça n'accélère pas. D'abord, le temps n'a pas de vitesse. Donc, il n'a pas d'accélération. Une vitesse, je vous rappelle, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc, le temps n'a pas de vitesse, mais on dit qu'il s'accélère, non pas parce qu'il s'accélère, mais parce qu'en fait, dans le présent, nous sommes soumis à une superposition de présents multiples. Alors même que vous êtes en train de travailler à un projet ou un devoir, vous recevez une alerte, un texto, un mail, et vous êtes tout le temps en situation de pouvoir être dérangé. Et c'est assez grisant. C'est-à-dire que quand vous arrivez à répondre à toutes les sollicitations, eh ben, ça vous donne la sensation d'exister pleinement. Vous êtes demandé, vous êtes important, puisqu'on vous réclame. À condition évidemment que vous sachiez gérer ces injonctions qui peuvent être paradoxales entre elles. Et si vous n'y arrivez pas, ben, c'est le burn-out. Voilà. Et au CEA, on a fait une petite étude, les gens qui font des burn-out sont les gens qui sont les plus consciencieux. Consciencieux. Ils n'aiment pas mal travailler. Et comme les tâches sont interrompues par d'autres exigences, ils ont l'impression de mal faire leur travail et s'épuisent à vouloir faire mieux que ce qu'ils ont pu faire. Et donc, je pense que ce que vous dites traduit notamment un changement du statut de la connaissance. Voilà. Dans ma promo, par exemple, même ceux qui savaient qu'ils ne feraient pas de physique se ruaient dans les cours de relativité restreinte parce qu'ils voulaient comprendre égal MC2. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, bon, peut-être parce que ça les intéressait, mais peut-être aussi parce qu'ils savaient qu'on pourrait leur poser la question. On pourrait leur poser la question. Et leur statut d'ingénieur, le statut qu'ils ont dans la société, réclamait qu'ils puissent répondre à la question sans avoir à consulter une bibliothèque. Autrement dit, on estimait qu'on devait porter cette connaissance en nous-mêmes pour être ensuite capable de la restituer ou de l'expliquer. Alors que mes étudiants, et c'est pareil pour vous, bah, ils me disent moi j'apprendrai la relativité si j'en ai besoin. Et je sais où la chercher. Donc on a un rapport à la connaissance qui est devenu périphérique. La connaissance nous est périphérique et on peut aller la chercher en cas de besoin, là où elle se trouve, parce qu'on a des capacités cognitives qui nous permettent de, nous, ingénieurs, de pouvoir l'identifier. C'est évidemment la seule attitude possible, parce qu'on ne peut pas tout apprendre. Et donc ça, c'est quand même une révolution. Et les gens qui font des sciences cognitives montrent qu'un cerveau qui est très sollicité, notamment par des jeux vidéo, pendant plusieurs heures, il met des heures ensuite à retrouver un fonctionnement normal. Par exemple, si vous regardez un jeu vidéo pendant des heures, dans les heures qui suivent, vous ne pouvez pas lire de livre. Parce que le livre suppose une concentration, une assiduité de l'attention que votre cerveau ne peut pas vous offrir s'il a été mis dans un certain mode par le spectacle d'un jeu vidéo. Donc, je ne sais pas si vous lisez des livres. Moi, j'ai fait une petite enquête auprès de mes étudiants. Ils lisent énormément. Ils lisent énormément. Mais beaucoup ne lisent pas de livres. Beaucoup ne lisent pas de livres. Ils lisent des articles, des pages web, etc., mais pas de livres. Alors, est-ce que c'est parce que c'est moins intéressant qu'un article ou une vidéo? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que l'effort du livre, on a l'impression de perdre son temps en lisant un livre? On le survole. Mais il y a des choses qu'on peut comprendre qu'en lisant un livre. Je pense que le vrai vecteur de la pédagogie, c'est le bouquin. C'est le bouquin, ou bien le corps à corps, au tableau. Mais sinon, c'est le livre. Le livre, c'est linéaire, un livre. Bon, vous lisez, puis vous ne comprenez pas, vous revenez en arrière, et puis à un moment, vous comprenez. Et vous êtes obligé de passer là pour comprendre. Or, quand on est devant une page web, un écran, on voit que si on bute sur quelque chose d'ici, on va ailleurs. On se disperse. Et cette dispersion, elle provoque une nouvelle forme d'intelligence. Et c'est pour ça que je parle de rupture anthropologique, sans évidemment hiérarchiser.
Je ne suis pas en train de dire qu'avant c'était mieux, etc. Je dis que c'est différent et qu'il y a un écart. Il y a un écart que moi j'observe dans le rapport à la connaissance entre votre génération et la mienne. Est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste? Non, mais ça n'a jamais été facile, le futur. Donc ça va rester l'ère de l'innovation plutôt que revenir à l'ère du progrès et de l'espoir dans le futur. Moi, je ne pense pas qu'on puisse définir son action ou lui donner un sens simplement à partir de l'état critique du présent. Sauf si on est en guerre. Les Ukrainiens, ils sont dans la gestion de l'état critique du présent. Ils sont en guerre. Et quand on n'est pas en guerre, on doit, dans son action, combiner une certaine perception qu'on a du présent et des défis qu'il contient et une certaine idée qu'on se fait de l'avenir. Sinon, on est dans une forme de gestion de la panique qui n'est pas très épanouissante. Et je pense, ça c'est un avis personnel qui n'est pas du tout étayé par des considérations scientifiques, mais que c'est très important, je pense même pour la santé psychique, de s'accorder quelques heures parfois sans écran. Et en sachant qu'on ne pourra pas être dérangé. Ça fait du bien, ça repose. Et ça permet d'avoir des idées. Je pense que l'ennui est quelque chose, enfin, ce qu'on appelle l'ennui, qui a des modalités très différentes, mais l'ennui peut être extrêmement fécond. Souvent les idées, Einstein le dit très bien, les idées, elles viennent de façon subreptice. Elles ne viennent pas parce qu'on réfléchit à quelque chose. Elles viennent parasiter par intrusion une forme d'errance méditative un peu diffuse, et tout d'un coup il y a quelque chose qui vient. Et donc ça suppose j'aime pas le mot non plus, mais lâcher prise, quoi. Lâcher prise par rapport à toutes les sollicitations. Mais, vous voyez, si vous avez votre téléphone, et si pendant une journée entière, il ne sonne pas, il n'y a pas de texto, pas de mail, pas d'alerte, est-ce que vous allez le supporter? Est-ce que vous n'allez pas penser que le monde vous a oublié? Que vous ne servez à rien, puisque rien ne vous réclame? On est ambivalent avec ça. On est ambivalent avec ça. On a envie d'être dérangé. On a envie d'être diverti. On va prendre une dernière question du public, étant donné qu'on a pris du retard avec l'alarme incendie. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Pour aller un peu plus loin sur cette idée de progrès, j'aimerais revenir sur l'image de l'alpiniste. Avant l'an 2000, on avait la chance d'avoir cet horizon projectif qui est à la fois crédible et attractif, dont vous nous avez parlé. Et vous dites que comme aujourd'hui on a passé cet an 2000, cet horizon projectif, on est dans la redescente. On n'a pas réussi encore à trouver ce nouvel horizon projectif. Or, ce que vous avez dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à envisager un futur qui serait à la fois crédible et attractif. Comment est-ce qu'on fait donc pour réussir, maintenant qu'on a, je pense, fini la descente, comment est-ce qu'on fait pour se recréer un horizon projectif? Ou est-ce que cet horizon projectif, on n'en a pas forcément besoin, il faut imaginer quelque chose autrement? Enfin, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a redescendu pour remonter encore une fois? Alors, c'est une très bonne question, mais vous vous souvenez, avant l'épidémie, on donnait beaucoup la parole dans les médias à ceux qu'on appelle les collapsologues. Donc, les gens qui prédisent, sinon la fin du monde, du moins la fin d'un certain confort, d'un certain mode de vie à l'occidental, avec l'idée que les contraintes qui viennent de l'énergie, quand on les ajoute aux contraintes qui viennent du climat, de la biodiversité, font que notre mode de vie n'est pas extrapolable, ni dans l'espace, ni dans le temps, donc inéluctablement, ça va s'effondrer. Et il reprenait notamment les conclusions du Club de Rome, le fameux rapport Meadows des années 70. Mais souvenez-vous, pendant le premier confinement, alors qu'on était dans l'urgence, on était même dans la catastrophe, premier confinement. Vous vous souvenez? Il y a des gens qui se sont mis à parler du monde de demain. Il y a des think tanks qui ont été créés. Il y a des éditeurs qui ont monté des collections sur le monde de demain. Il y a des gens qui se sont mis en réseau pour réfléchir au monde de demain, qui tiennent compte de ce qu'on sait, de ce qu'on veut, de ce qu'on est en train d'apprendre, du fait de la crise.
Ça a été passionnant. Et moi, j'en suis pas revenu. Hein. C'est comme si la flèche du temps s'était inversée. C'est-à-dire l'idée de la fin du monde a été détrônée par l'idée que demain, il y aura un monde et qu'on doit décider de ce qu'on veut pour ce monde-là. Ça a été, je trouve, absolument passionnant. Comme si il fallait être dans un mélange d'urgence, il y a la crise, et d'inertie, il y a le confinement, pour réfléchir à ce qu'on veut. D'ailleurs, certains psychologues disent que si on a si bien accepté le confinement, accepté au sens où il a été très peu violé, il y a eu très peu d'amendes, les gens sont restés chez eux, il n'y a pas eu beaucoup de contraventions, etc. Les gens étaient quand même respectueux des consignes. Peut-être parce qu'ils avaient peur. Mais une autre explication possible, c'est que le confinement a été vécu comme un soulagement. Parce que pour une fois, on était synchrone avec le monde. On n'avait pas l'impression que le monde allait plus vite que nous. En temps normal, vous avez toujours l'impression d'être en retard. En retard d'un travail, d'une lecture, d'une obligation, d'une tâche, d'un apprentissage. On a l'impression que le monde va à une vitesse qui est plus rapide que la nôtre, de sorte qu'on culpabilise à l'idée de toujours être en retard par rapport à lui. Et pendant le confinement, c'est ce que m'ont expliqué ce matin des psychiatres que j'ai vus à l'hôpital Bichat, pendant le confinement, cette culpabilité a disparu. On était synchrone. Le monde n'allait pas plus vite que nous. Et là, on s'est mis à réfléchir. Et vous pouvez regarder aujourd'hui toutes les publications qui ont été faites à l'époque pour configurer le monde de demain. C'est vraiment intéressant, même si la démarche était complètement oubliée. Dès le deuxième confinement, on a eu le sentiment d'être non pas dans la fabrication de ce monde de demain, mais plutôt d'être dans une forme d'enlisement. Et tout ce travail a été liquidé, ce qui est assez classique. Toute l'histoire des épidémies montre que toutes les leçons qu'on peut en tirer sont suivies par des amnésies collectives qui font que la priorité, c'est de revivre comme avant, en oubliant complètement les leçons qu'on a pu extraire de la période épidémique qu'on a traversée. Donc moi, je pense que l'avenir, en gros, il faut lui redonner une coloration, peut-être pas une direction, mais une coloration qui lui donne du sens en évitant de procrastiner. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de ce qui s'est passé pour le changement climatique, moi, mon labo est à côté du labo des climatologues du CEA, je les connais bien. Pour être tout à fait clair, ils disent les mêmes choses depuis 35 ans. Exactement les mêmes choses. Leur discours ne fait que se préciser, se raffiner, mais la leçon essentielle, c'est la même. Et souvenez-vous, enfin, vous êtes jeunes, mais souvenez-nous, vous, de tous les stratagèmes intellectuels que nous avons développés pour ne pas croire ce que nous savons. Nous le savons, mais nous n'y croyons pas. Ce qui permet de procrastiner. Et on a trop laissé de place à ceux qu'on appelle les marchands de doute. Les marchands de doute, ceux qui disent la science c'est le doute. Mais non, la science c'est pas le doute. Ce qui est le doute, c'est la recherche. Personne ne doute de l'existence de l'atome. Personne ne doute du fait que la Terre est ronde. Personne ne doute que l'univers est en expansion. Personne ne doute que les espèces vivantes évoluent. C'est réglé, ça. Donc, quand l'idée de doute, qui est propre à la recherche, vient coloniser l'idée de science, au point qu'on en arrive à dire la science et le doute, là, ça va mal. Vous savez qui a inventé l'expression la science et le doute? C'est les cigarettiers de Philip Morris. Dans les années 50, les scientifiques, les médecins montrent qu'il y a une corrélation entre tabagisme et cancer du poumon. C'est une corrélation. Ce n'est pas une causalité, mais ça y ressemble. Que font les cigarettiers? Ils ne vont pas dire les scientifiques se trompent. Ils vont dire la science, c'est le doute. Et donc, pour en avoir le cœur net à propos de cette histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas prendre des décisions pour limiter le tabac. Il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches.
qui permettent de procrastiner et de faire en sorte que la législation n'advienne que bien plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous connaissez peut-être un livre qui était un best-seller mondial, qui a été traduit en français sous le titre Les Marchands de doute, qui est écrit par une dame qui s'appelle, j'ai oublié le prénom, mais elle s'appelle Oresque. Lisez ce bouquin, c'est des... Parce que du coup, Philip Morris, ils ont ouvert leurs archives aux chercheurs, en pensant qu'aucun n'aurait le courage de lire les millions de notes qui avaient été publiées par l'entreprise. En fait, si, ils ont trouvé la note interne, dont j'oublie la date, où le patron de Philip Morris explique à ses cadres commerciaux, dorénavant, dans cette lettre, il leur explique dorénavant, ce que vous avez à vendre, ça n'est plus des cigarettes, c'est du doute. C'est du doute. Et vous voyez comment ça a fait école. Les climato-sceptiques ont fait la même chose, etc., etc. Donc, pour le futur, ça va être dur. Hein. Les prédictions des climatologues sont... Voilà. Ça va être dur. Donc, l'urgence, c'est tenir compte de ce que nous savons sans procrastiner dans les décisions que nous prenons. Ça leur donne un sens. Moi, je suis persuadé qu'il y a un sens et une perspective qu'on peut donner à nos actions présentes qui soit innervée par nos connaissances. C'est même assez excitant, je trouve. C'est même assez excitant. Ça revient à dire, la connaissance nous oblige. La connaissance nous oblige. Et donc, au lieu de la relativiser, en disant, finalement, la physique nous en apprend plus sur les physiciens que sur la nature, au lieu de la relativiser, prenons-la au sérieux. Et voyons en quoi elle nous oblige. Par exemple, les physiciens nous disent que l'énergie se conserve. Faisons le pari qu'ils ont raison. Ça implique quoi? Si l'énergie se conserve, ça implique quoi? Ça implique premièrement qu'on ne peut pas produire d'énergie. Donc l'expression produire de l'énergie ne veut rien dire. Pour avoir de l'énergie, il n'y a qu'une condition, c'est d'en avoir. Et une fois qu'on en a, on peut la transformer ou bien la transférer d'un système à un autre. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc il n'y a pas de production d'énergie. Il n'y a pas non plus de consommation d'énergie, puisqu'elle se conserve. La seule chose que vous faites quand vous brûlez un litre d'essence, vous ne consommez pas d'énergie du tout, vous créez de l'entropie. À la fin, quand vous avez vidé votre réservoir, il y a autant d'énergie dans l'atmosphère que vous avez chauffée qu'il y en avait dans les litres d'essence qui étaient dans votre réservoir. Vous n'avez pas consommé d'énergie. Vous l'avez désordonnée. De même, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Ça n'existe pas. Ce qui est renouvelable, c'est le flux qui vous sert d'énergie primaire. Et une fois que vous avez produit 1 kWh d'énergie électrique par voie solaire, vous l'avez produit, vous avez créé de l'entropie. Et ce qui est renouvelable, ce n'est pas cette énergie, c'est le flux. Donc, quand on est ingénieur, il me semble que la première obligation, dans le débat public, c'est de bien dire ce qu'on sait. Moi, j'ai assisté en tant que membre de l'office parlementaire sur les choix scientifiques et techniques, au moment des discussions parlementaires sur la transition énergétique. C'était une catastrophe. C'est-à-dire que, comme le disait Feynman, Richard Feynman, le prix Nobel de physique, la nature ne peut pas être dupée. Donc, si vous dites une phrase relative à l'énergie, par exemple, qui correspond à une situation qui ne peut pas être réalisée physiquement, votre phrase, ce n'est pas une phrase judicieuse, puisqu'elle correspond à de l'impossible. Et donc, comment trouver le moyen de bien parler de ce que nous savons pour étayer nos décisions? C'est la condition première pour qu'un débat public digne de ce nom ait lieu. Voilà ce que je peux vous dire. C'est quand même excitant, donc je suis optimiste.
Ainsi se conclut notre entretien. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Klein.